je tâcherai de faire en sorte que vous ayez la possibilité de poser peut-être 2 questions à la fin. Et donc, il est d'autant plus impératif de commencer. Je suis Galia Kerman, je pense que vous me connaissez, la plupart parmi vous. À ma gauche se trouve Laure Mandeville, grande reporter du Figaro, qui est aussi co-auteur du livre avec Constantin Sigoff. Donc, je ne sais pas s'il est là en vente, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne peux que vous recommander. Donc, ça s'appelle « Quand l'Ukraine se lève » et c'est un titre, bien sûr, très actuel aujourd'hui. Et puis, Laure a écrit en 2022 un livre « Les révoltés d'Occident » où elle expliquait un peu d'où vient cette révolte de l'Amérique profonde, mais qui se répercute aussi en Europe par la montée des populismes. Et à ma droite se trouve donc Aurélien Duchesne, politologue qui a fait énormément parler de lui avec un livre très très important, La Russie de Poutine contre l'Occident. Ce que peut-être Aurélien n'a pas tout à fait prévu, c'est que, comme on en a parlé dans la table ronde précédente, il y a hélas plus d'Occident uni. Et donc, aujourd'hui aussi, on devra en parler dans cette table ronde consacrée à la Russie, parce que quand nous avons conçu avec Irina cette table ronde, l'idée était de parler, est-ce que la Russie peut tenir face à cette guerre qui a fait déjà probablement au moins 150 000 soldats tués côté russe. Et là, on parle non pas des soldats des territoires occupés, notamment des soldats du Donbass. On ne parle pas de toutes sortes de mercenaires étrangers. Et dans la plupart des cas, on ne parle pas de la population carcérale qui a été donc libérée par Poutine, parce que ces calculs ont été basés essentiellement, c'est un truc publié dans Medusa aujourd'hui, un site d'opposition. Ils font des calculs à partir des affaires d'héritage. Or, les criminels le plus souvent, n'ont pas tellement d'héritage, ni tellement de famille qui veut d'eux et qui peut réclamer la succession. Donc, en réalité, les chiffres sont encore plus élevés. Si nous disons 200 000 morts, ce ne sera pas peut-être même suffisant. Généralement, il y a 3 ou 4 fois plus de blessés, donc la Russie a déjà énormément perdu. Son économie ne va pas bien avec l'hyperinflation, les sanctions donc quand même fonctionnent, tant bien que mal, malgré les contournements. Et voilà que, alors qu'on pensait voir peut-être cette année la Russie forcée d'arrêter la guerre, faute d'effectifs, faute de forces ouvrières suffisantes pour assurer l'effort de guerre, faute à l'économie défaillante. Et voilà que Donald Trump, de façon quand même inattendue, même si on savait qu'il était pas pro-ukrainien, qu'il avait des sympathies même personnelles avec Poutine, et on savait beaucoup d'autres choses sur lui, mais on ne pensait pas que le tournant soit aussi radical et qu'en quelque sorte, Donald Trump se transforme en un sinistre perroquet du Kremlin. Ce que je voulais vous poser cette question à tous les deux, c'est comment cette, on peut dire, trahison de Trump, parce qu'il s'agit bien sûr de trahison des valeurs démocratiques, des valeurs sur lesquelles l'Amérique a été fondée, pour lesquelles les GI ont combattu, par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, notamment pendant le débarquement qui a coûté la vie à énormément d'Américains.
Donc, comment ça va se répercuter si ce rapprochement continue sur le sort du régime de Poutine? Laure d'abord et Aurélien après. Et après, je vous reprends avec d'autres questions. Merci Galia. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation, pour être aujourd'hui avec vous tous. Je vois beaucoup de visages amis ici, comme Ariane Nouchkine et d'autres, qui sont évidemment, comme nous, absolument abasourdis par ce que nous voyons, ou plutôt ce que nous croyons voir, parce que je crois que c'est particulièrement difficile aujourd'hui, je pense, de prendre la parole devant un auditoire comme le vôtre, où vous suivez autant que nous chaque bribe et chaque parole, de ce qui sort de la Maison Blanche, de ce qui sort du compte Twitter de M. Musk, etc., etc. Et on est, je pense que nous peinons à comprendre que nous avons changé de monde, et en tout cas, si nous avons changé de monde, et plus rien n'est reconnaissable. Ce qui me frappe beaucoup, c'est ce sentiment d'inconnu, ce sentiment d'orwellien, d'habiter une maison dont nous ne reconnaissons plus rien. Et donc, la question que pose Galia, qu'est-ce que ce passage à l'Est de Poutine peut signifier pour la Russie, de Trump, pardon, ce passage à l'Est de Trump signifie pour la Russie? Je pense qu'il faut juste d'abord dire que la réalité, c'est que malgré tous les espoirs que nous avions, et Galia a eu raison de dire qu'il y en avait un certain nombre, d'un certain nombre de faiblesses, de lézardes qui apparaissaient dans le pouvoir de Vladimir Poutine, je pense qu'on peut quand même s'entendre pour dire qu'aujourd'hui, la Russie de Poutine et cette société russe reste complètement prisonnière de son tsar. C'est-à-dire, je crois que ce à quoi on a assisté depuis maintenant 20 ans, et évidemment avec une accélération absolument spectaculaire depuis l'entrée en guerre, c'est le verrouillage total de cette société, c'est la disparition quasi totale de toute forme de contre-pouvoir qui ont été, dès les premières années, ont commencé à être attaqués par Poutine de manière assez systématique. D'abord la presse, les oligarques, la Douma mise au pas complètement, les partis, les gouverneurs, les régions. Bientôt, tout le champ politique a été mis en coupe réglée à l'intérieur du pays. Et peu à peu, les dernières niches, ceux qui résistaient encore, un certain nombre d'opposants qui eux continuaient à tenir, le groupe de Navalny, d'Alexei Navalny, mais aussi certaines ONG extrêmement actives, comme par exemple le Mémorial, qui ont continué dans cet espace de liberté de plus en plus restreint, un certain nombre de médias comme Dozhd, comme Echo de Moscou, etc., qui ont dû faire des compromis, lâcher des choses, restreindre leur liberté de parole, et petit à petit, cet espace libre s'est restreint pour finalement disparaître, s'assécher totalement, et cette société russe être d'une certaine manière avalée par le pouvoir et privé de voix quasi totalement. Alors c'est vrai qu'il est resté l'Internet avant la guerre, mais qui est resté très actif, toutes ces chaînes YouTube, etc. Et puis, tout d'un coup, avec la guerre, une deuxième forme de répression, et donc là, vraiment, la société russe, un certain nombre de milliers de gens, peut-être même des centaines de milliers, sont sortis à un moment ou un autre, ont essayé de donner de la voix, mais ont été réprimés avec une brutalité extrêmement impressionnante, et ont été mis en prison, donc les plus actifs, les plus vocaux, et les autres sont rentrés dans un exil intérieur, ou sont partis par centaines de milliers, oui, peut-être même un peu plus d'1 million aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien, qui ont quitté le pays, et donc se retrouvent, disons, comme vous savez, c'est comme une sorte de fourmilière dans lequel a été donné un gigantesque coup de pied, et on voit
éparpiller maintenant à travers l'Europe toutes les têtes pensantes qui restaient, tous les intellectuels qui résistaient encore, tous les médias sont privés de leurs racines, de leur connexion avec leur pays, et donc en sont réduits à résister de l'extérieur, ou pour certains d'ailleurs à ne plus résister. Et c'est vrai que le spectacle de cette émigration russe divisée, désorientée, désemparée, est extrêmement triste à observer aussi, même si il y a encore des gens qui, intellectuellement, pour ne pas perdre la tête, continuent à réfléchir dans le cadre de milliers de chaînes YouTube où ils mènent des dialogues avec très peu de gens. Et donc, ça, c'est très important, et je dirais qu'il y a eu 2 ressorts, ou peut-être 3 ressorts principaux qui ont permis cette mise en coupe réglée de la société. C'est d'abord la violence extrême qui a été utilisée, puisqu'au fond, cette guerre marque le signal donc d'une guerre terrible contre l'Ukraine, qu'il s'agit de détruire, mais aussi d'une guerre contre le peuple, une partie du peuple, en tout cas ceux qui osent élever la voix ou dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ces 2 processus, en fait, de répression à l'intérieur et de guerre à l'extérieur, sont totalement liés l'un à l'autre dans le schéma de Poutine. Et c'est vrai que cette violence, cette capacité à faire preuve de violence, c'est franchement la ressource principale aujourd'hui de ce pouvoir, avec un autre élément pour convaincre, qui est le mensonge, qui s'est déployé en fait depuis, je dirais, les années 2000, d'une manière tout à fait spectaculaire, avec peu à peu ce redressement médiatique dont je vous ai parlé, en fait, cette disparition des médias libres progressive, et puis surtout par la mise en œuvre d'une propagande orwellienne qui a occupé tout le champ médiatique russe et qui a opéré une sorte de lavage de cerveau à la dimension du pays, qui a, je crois, aussi extrêmement contribué à faire de l'Ukraine, pays dont le destin avait été lié à celui de la Russie pendant des siècles, et avec des familles, des millions de gens avec des familles ukraino-russes, etc. Mais malgré cela, on en est arrivé à un point où l'Ukrainien est devenu l'ennemi absolu, traité de tous les noms, dans un processus qui d'une certaine manière, rappelle, ça a été très bien expliqué par Sergueï Medvedev. Tu veux que j'aille plus vite? Oui. Oui. Et donc, bref, je vais passer là-dessus. Pour en venir au sujet qui nous intéresse, il y avait un 3e élément qui a été utilisé, c'est évidemment l'intérêt économique, et c'est un des ressorts qui a été utilisé, puisqu'aujourd'hui, l'armée qui a été constituée par Poutine est une armée qui continue à fonctionner comme une armée de mercenaires. Et ça, je crois que c'est un élément aussi très important qui a permis la poursuite de cette guerre, malgré toutes les pertes qui ont été mentionnées par Galia. Pourquoi est-ce que, évidemment, Trump aujourd'hui ouvre un renouveau et une sorte comment dire, pas une pause, mais un renouveau en fait du pouvoir poutinien qui était complètement inespéré. Ils sont un nouveau souffle en fait de ce pouvoir, parce que je crois que les Russes n'attendaient pas à un tel point une telle reddition de la part des États-Unis et de Donald Trump, même si il faut bien se dire que pour moi, cette affaire a été extrêmement bien préparée. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu, on y reviendra peut-être, mais la Russie a travaillé au corps l'écosystème de la conservateur américain depuis des années. Alors évidemment, il travaille l'écosystème trumpiste depuis les années 80, puisque Trump a été au contact, ça a été raconté par de très bons livres comme celui de Régis Janté ou le film d'Antoine Victime. Il y a une proximité qui est vertigineuse entre Trump, les milieux d'affaires, les milieux de la mafia et le KGB depuis les années 80. Ça, c'est sûr.
Mais je crois qu'il y a un fait tout à fait nouveau qu'il faut prendre en compte, c'est que je pense que les Russes ont mené une opération de désinformation et de captation psychologique et idéologique de la planète MAGA, en les embrassant sur le plan idéologique par cette idée que nous avons les mêmes valeurs, en utilisant les réseaux orbaniens, etc., pour finalement les amener à leur vendre la thématique en fait, de l'arrêt de la guerre, de la paix, et en peu à peu retournant complètement la réalité dans ce qu'il faut bien effectivement regarder comme une expérience assez orwellienne. Et c'est vrai qu'il y a un alignement dans cette planète MAGA sur les thèmes russes qui est absolument stupéfiant. Donc je crois que ça ouvre évidemment, si Trump continue dans cette direction, et il y a peu de chances que ça change. Il y a évidemment un certain nombre d'initiatives qui sont menées par les Européens pour essayer de montrer à Trump qu'il s'engage dans qu'il est en train de tomber dans un piège géopolitique, mais c'est un piège qu'il semble totalement assumer et que peut-être il ne voit pas comme un piège, c'est en tout cas une des hypothèses, et qu'il y a finalement une volonté de sortir de l'ADN qui a été celle de la Pax Americana et de la défense de l'Occident depuis 1945. Et donc on est dans un moment de vertige, mais qui est un moment, je dirais, victorieux pour Poutine, si les choses, évidemment, se confirment au cours de la négociation. Merci beaucoup, Laure. Aurélien, je vais encore préciser la question qui reste la même. Nous assistons aujourd'hui à des choses totalement paradoxales. L'Amérique de Trump, la direction de Trump, veut lever les sanctions, ils l'ont déjà dit, réintégrer la Russie au sein de G7 pour que ça devienne de nouveau le G8, alors que le reste des pays occidentaux renforce les sanctions. On assiste au 16e paquet de sanctions qui vient d'être adopté par l'Union européenne. Parallèlement, la Grande-Bretagne a adopté les sanctions les plus dures depuis 3 ans de guerre. L'Australie vient d'adopter un nouveau paquet de sanctions. Je pense que probablement la Corée du Sud ne sera pas trop à la traîne, peut-être aussi le Japon. Qu'est-ce que tout ça augure pour nous? Et est-ce que la Russie pourra maintenant plus allègrement aussi augmenter son potentiel militaire, mener la guerre, etc. Comment vous voyez toute cette situation? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, très honoré de partager cette table ronde. Comme le disait Galia, je n'avais pas prévu que, là on parle à la base de la survie de la Russie au-delà de cette guerre, je n'avais pas prévu que l'idée même d'Occident ne survivrait pas aux premières semaines de la présidence Trump. Ça c'était quand même, je pense, plus qu'un signe noir pour tout le monde. Nous sommes les premiers sidérés. Effectivement, les Russes sans doute doivent être aussi sidérés de leur niveau d'efficacité à un aussi moindre coût. Et je me souviens on avait passé une semaine à Varsovie à échanger avec aussi bien des députés ukrainiens que des experts d'Europe centrale et orientale sur la question justement de comment est-ce que l'administration Trump 2.0 et les alliés européens allaient faire dans les prochains mois. Nul n'avait envisagé effectivement dans le scénario le plus pessimiste, même moi en tant que bon français pour dire qu'il fallait se préparer à l'autonomie stratégique, qu'on avait au fond un peu raison depuis le début de se méfier de certains outre-Atlantique, même les Français n'avaient pas été aussi pessimistes sur ce qui se passe. Et l'autre consensus qui prévalait entre nous à Varsovie, c'était l'idée qu'au fond les Américains, et Trump au premier chef, allaient comprendre que le temps ne jouait plus pour la Russie, que l'on parle aussi bien par exemple des stocks ubuesques de matériel soviétique, de vieux chars d'assaut, de canons qui sont consommés en masse sur le front ukrainien et qui représentent par endroits 90% du matériel utilisé. Ces stocks d'armement, diverses études le montrent, devraient s'épuiser à horizon 2026, voire 2027, selon les stocks considérés. Il y avait aussi un début de consensus sur l'idée que, ça y est, l'économie de guerre russe touchait du doigt ses limites, économie qui est à la fois en surchauffe, avec un niveau d'inflation qui fait que symboliquement,
On en est à mettre des antivols sur des plaquettes de beurre dans des supermarchés à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, et de l'autre côté des taux directeurs de la Banque centrale russe qui seront, si on poursuit les tendances, 10 fois plus élevés que le taux directeur de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année. Bon courage pour trouver en Russie un projet qui soit rentable à plus de 25%. Je crois que ça n'existe pas en dehors de l'économie de guerre qui elle-même est en train de déséquilibrer totalement l'économie russe, sauf peut-être, on y reviendra peut-être, dans les égalités territoriales, dans cette économie de mort qui paradoxalement est en train de réveiller des territoires qui étaient jusqu'ici sinistrés. Effectivement, on est un peu tous comme un lapin pris dans les phares au regard de la violence, ne serait-ce que dans les accusations contre le président Zelensky qui viennent du président Trump, et aussi dans la déception que les Ukrainiens ressentent au premier chef à l'égard, par exemple, de personnalités comme Marco Rubio, qu'on voyait tous comme l'adulte dans la pièce, ou les adultes dans la pièce qui allaient modérer les ardeurs de Trump. Côté russe, effectivement, ça doit être un énorme soupir de soulagement. Eux qui avaient compris que c'était dans les prochains mois qu'il fallait mettre le paquet, pour parler de manière triviale, en termes de pertes. Je rappelle que les pertes journalières des Russes sont, en décembre, janvier, 7 fois supérieures à celles de 2024-2025, 7 fois supérieures à celles du tout début de la guerre, du printemps 2022. On voyait que les Russes étaient dans un calcul d'en faire le maximum jusqu'à la fin du premier semestre de cette année, dans l'idée qu'ils auraient définitivement la haute main pour des négociations. Ils n'ont même pas besoin de le faire pour que Trump, ou encore son secrétaire à la Défense, en soit faire des concessions jusqu'ici inespérées. Il y a une deuxième chose d'ailleurs aussi dans ce découplage au sein même de l'Occident, c'est que pour faire une comparaison osée, on a l'impression que dans l'administration Trump, d'aucuns se comportent de la même manière que beaucoup d'experts ou pseudo-experts en France ou dirigeants politiques français, dans l'idée par exemple que l'on pourrait détacher la Russie de la Chine. Idée qui vient à la base de l'idée que la Russie aurait été jetée de manière éperdue dans les bras de la Chine par la faute de nos sanctions de 2014-2015, ce qui est quand même sous-estimer l'agentivité propre de cette alliance. Les Russes et les Chinois n'ont pas besoin de nous. Il faudrait arrêter d'être aussi auto-centrés pour se mettre ensemble. Ils ont des intérêts à le faire qui vont au-delà de la désignation d'un ennemi commun. Autre illusion française, j'ai envie de dire, qu'on retrouve de plus en plus dans le discours de certains aux États-Unis, c'est leur réceptivité à ce qu'a dit par exemple Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev en Russie, qui est un proche de la famille Poutine, mais surtout un des chefs d'un des principaux fonds souverains en Russie. Kirill Dmitriev est en train de dérouler le tapis rouge aux entreprises américaines pour non seulement circonvenir aux sanctions au moment où l'administration Biden commençait enfin à taper l'OS où ça faisait mal sur le contournement par exemple des sanctions sur les hydrocarbures. L'idée aussi qu'il faut réinvestir le marché russe, là encore dans l'idée sans doute vaine que la Russie va se détacher de la Chine du moment où elle retrouvera de l'oxygène. Poutine avait dit au forum Valdai qu'il voulait prendre le vent de la Chine dans les voiles de l'économie russe. Les Américains sont en train de refaire sans doute la même erreur que beaucoup en France ou même en Allemagne en la matière. Puis un dernier aspect, Raymond Aron avait dit en 1939, ça commence bien pour ce qui suit, je crois en la victoire des démocraties libérales à une condition, c'est qu'elles le veuillent. La première des démocraties libérales, celle à laquelle on doit l'effondrement même de l'URSS, n'est plus spécialement disposée à la victoire des démocraties libérales. Elle est même devenue, dans un effort d'ingérence qui reprend les codes, les moyens et potentiellement les mêmes visées que l'ingérence russe dans nos démocraties. Ils ont essuyé une petite défaite hier en Allemagne, mais on a vu le post de Trump sur Truth Social cette nuit où il confond finalement Friedrich Merz avec l'AfD. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux. Mais se pose une question pour nous, c'est que j'évoquais les illusions dans lesquelles les Français s'étaient engoncés ces dernières années. On a connu, nous, Français, notre propre Zeitenwende, notre propre changement d'époque depuis 2022. On est passé d'un Emmanuel Macron qui, sans doute de bonne foi, disait par exemple qu'il ne fallait pas humilier la Russie au moment, 2 jours après que Nikolai Patrouchev ait demandé à voix haute si l'Ukraine existerait encore en tant que peuple et État dans les années qui venaient. Un Emmanuel Macron qui est aujourd'hui le leader le plus populaire en Ukraine selon les sondages,
quand même un changement par rapport à il y a 3 ans, et surtout qui incarne pour les Ukrainiens, mais aussi par exemple pour des Polonais, des Baltes. Sébastien Lecornu était encore ce matin à Tallinn. C'est lui qui incarne aujourd'hui le monde libre. Se pose une question pour nous, et j'en termine là pour ne pas être trop long, c'est que est-ce que nous, on va retomber dans le piège par exemple d'une France qui devait être une puissance d'équilibre, ou est-ce qu'on prend conscience du fait que malgré tout ce qui se passe, le coin qui a été mis dans la solidarité occidentale, Poutine continuera de nous voir comme un Occident collectif, un Occident où les États-Unis ont beau devenir une sorte de Hongrie sous stéroïdes, dans le sens où elle trahirait notre communauté de valeurs et d'intérêts. Mais nous, si on évite de tomber dans ce piège-là et qu'on comprend que dans la psyché des Siloviki qui dirigent la Russie, on reste une même famille occidentale qui, par définition, est l'ennemi numéro 1, et qu'on comprend que pour les 4 ans à venir, c'est à nous de reprendre le flambeau des démocraties libérales dont parlait Raymond Aron, et de ne pas tomber dans tous les pièges qui vont nous être tendus, y compris l'idée qui commence à se faire jour, par exemple en Allemagne, qu'après tout on pourrait se rapprocher nous de la Chine, tant qu'à faire, pour faire face à la guerre commerciale que nous préparent les Américains. Si on évite ces pièges, c'est sans doute la seule manière d'éviter que la Russie retrouve de l'oxygène et que Poutine finisse par gagner la bataille du temps alors qu'il était à 6, 9, 12 mois de la perdre au regard des pertes qu'il essuie en Ukraine et de l'effondrement programmé de sa propre économie. Merci beaucoup Aurélien pour cette analyse très éclairante. Et je voudrais maintenant revenir vers Laure pour poser une question qui personnellement me taraude. Vous savez, ces derniers temps, vous avez dû le voir dans diverses interventions, dans les caricatures même, etc. On parle de l'idée de Trump de faire une paix très peu glorieuse en Ukraine avec le partage des territoires, probablement aussi avec le partage des richesses, bien que pour l'instant Zelensky tient bon et ne cède pas, comme une sorte de nouveau pacte Molotov-Ribbentrop. Seulement, ce pacte Molotov-Ribbentrop s'est mal terminé parce que chacun des parties de ce pacte, à savoir Staline et Hitler, pensaient qu'ils allaient diriger donc Staline pensait qu'il allait diriger l'énergie de l'Occident ailleurs et qu'entre-temps, il se préparait mieux à la guerre et peut-être que Hitler serait en guerre avec les démocraties qui étaient vraiment ses ennemis jurés de Staline. Et Hitler, par ailleurs, il pensait aussi gagner du temps, il n'avait pas le deuxième front et il avait aussi les richesses russes, les minerais, l'acier, etc., jusqu'au début de la guerre en 1941, c'est-à-dire jusqu'à l'invasion de la Russie. Les trains soviétiques transportaient les différentes matières pour l'effort de guerre allemand. Seulement, à la fin, ils se sont brouillés parce que entre deux dictateurs, il n'y a pas de partage durable qui tienne. Jusqu'où peut aller la collusion Trump-Poutine? Voilà ma question. Oui, alors c'est vrai que c'est un scénario catastrophe et c'est vrai que il y a une vraie. D'abord, il y a une totale quiproquo, enfin pas un quiproquo, mais en fait les deux personnes qui aujourd'hui se rapprochent pour ce pacte potentiel russo-américain n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Donc ça, c'est déjà le point de départ qui tente à montrer que ça va mal se passer. Parce que je crois qu'il est clair, par exemple pour moi, que les buts de Vladimir Poutine sont absolument inchangés. C'est-à-dire que le but de Poutine aujourd'hui, c'est de reprendre pied, de réviser, finalement de rejouer le résultat de 1991, de mener sa revanche à la fois contre la perte de l'Empire, donc dont ceux qu'on estime qu'ils ont trahi son parti ont quitté la Russie,
mais aussi de rejouer la fin de la guerre froide et donc sa confrontation avec l'Occident. Je crois que cette revanche, c'est pas seulement une revanche contre l'Ukraine et peut-être un jour les pays baltes ou même l'Europe centrale, mais c'est rejouer la partie avec les États-Unis et avec l'Europe. Et regardez bien le point absolument essentiel. Tous les buts qu'il décline chaque fois qu'il reprend la parole, où il redemande exactement les mêmes choses qu'il a demandées au début, concernant l'Ukraine, ça c'est clair, démilitarisation, démembrement, donc en récupérant un certain nombre de territoires, les autres, point d'interrogation, mais il y a toujours l'idée qu'il faut dénazifier, donc il faut mettre un pouvoir qui serait acquis à Moscou, à Kiev, etc. Donc tous ces éléments sont là. La question de l'OTAN, c'est bien plus que la question de l'OTAN, en fait, c'est au fond repousser l'OTAN de toute l'Europe centrale. Ça, c'est quelque chose pour lequel les Américains semblent avoir en tout cas discuté, ce qui donne le vertige avec Poutine, cet élément-là aussi. Donc ça a fuité, et d'un retrait des troupes américaines en fait de toute l'Europe centrale et des pays baltes. Donc on voit qu'on revient à l'ultimatum de décembre 2021, qui était un ultimatum adressé à l'Occident. Et ça m'a rappelé pour ma part l'interview que j'avais faite juste avant la guerre de Fyodor Loukhanov, donc le grand maître, grand géopoliticien proche du Kremlin et grand ordonnateur de la grand-messe de Valdaï chaque année, et qui nous avait dit à Thomas Gomard et à moi, puisqu'ils avaient débattu tous les deux sous ma modération, il avait dit « Nous voulons changer l'ordre européen ». Et l'ordre issu de 1991 que vous nous avez imposé de manière totalement traîtreuse et inique, et nous voulons tout changer parce que vous avez profité de la faiblesse provisoire qui était la nôtre pour pouvoir avancer vos pions et nous encercler. Donc ça c'est clair. Et je crois que Trump, il y a plusieurs éléments, évidemment. Il y a ce dont on parlait, cette histoire de Nixon in reverse, quoi, à l'envers, ce plan, à mon avis, qui est une illusion géopolitique, un piège, qui consiste à s'imaginer qu'on va récupérer la Russie, en faire un pays tout à fait fréquentable. Donc il y a une totale ignorance de la nature du pouvoir russe, de la nature criminelle en fait de ce pouvoir, pour lui qui ne semble ne pas présenter danger. Donc c'est une inconscience du danger que représente cette Russie. Donc, quand ça peut s'arrêter? Le problème, c'est, pour reprendre la comparaison historique, c'est qu'est-ce qu'il faudra pour réveiller l'Amérique? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il pourrait y avoir un Trafalgar, c'est-à-dire un Pearl Harbor. C'est-à-dire que il s'allie avec eux, et puis qu'un jour, les Russes attaquent, profitent de cette naïveté absolue et attaque un peu comme Hitler l'avait fait d'ailleurs avec Staline en 1941, où il a été complètement pris de court par l'attaque de Barbarossa. Ou alors, l'autre élément plus rassurant, c'est que les choses apparaissent quand même assez claires plus vite. C'est-à-dire que les Américains s'aperçoivent en fait qu'ils sont en train de se faire avoir. Il peut, entre parenthèses, s'il y a des attaques, il pourrait aussi y avoir une double attaque. C'est ce que les stratèges américains qui se rongent les sangs aujourd'hui disent, c'est-à-dire qu'il y a une attaque à Taïwan, par exemple, en même temps qu'une attaque sur un autre front, dans l'espace, ailleurs, mais où les Américains, tout d'un coup, se retrouvent dans une espèce de Pearl Harbor spatial, ou que sais-je, je n'en sais rien. Mais donc ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que les Trumpistes s'aperçoivent qu'ils sont en train de se faire avoir, ça c'est le meilleur scénario, mais un scénario peut-être plus probable, mais qui n'est pas, qui pourrait aller de pair, c'est qu'il y ait un réveil aux États-Unis après la stupeur actuelle, parce que c'est vrai que tout le monde se demande, moi je connais quand même assez bien les États-Unis, j'ai passé 8 ans, et c'est quand même, c'était une grande démocratie, c'est un pays où la société civile est extrêmement active, où le Sénat, le Congrès, enfin les pères fondateurs avaient créé un système
extrêmement pensés, où les contre-pouvoirs sont très très forts. Et donc on peut imaginer qu'il y ait un moment où il y a un réveil. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est d'ailleurs assez fascinant de voir que pour l'instant, les grands sénateurs républicains qui, pendant tout le début de la guerre, en 2022, disaient à haute voix, nous estimons que Biden n'en fait pas assez. C'était ça leur complainte. C'était pas il faut pas faire d'aide. Ils ont voté d'ailleurs au début les paquets d'aide les uns après les autres. La question c'était pourquoi il n'y a pas de but de guerre clair, pourquoi Biden ne sait pas où il va, etc., etc. Et tous ces gens-là se taisent aujourd'hui. Pourquoi ils se taisent? Parce que Trump a pris le contrôle total de la planète républicaine, et c'est vrai que le MAGA, les troupes, je dirais, la base, est une force qui est utilisée comme une force d'intimidation aussi auprès des différents sénateurs. Et il y a eu par exemple récemment un exemple assez inquiétant de la sénatrice Joni Ernst qui s'était élevée contre la candidature de Peter Hegseth au Pentagone et qui a été intimidée par des MAGA qui sont venus mettre une énorme pression sur elle et elle a dû reculer en fait dans ses prises de position et s'aligner en fait sur les prises de position de la Maison-Blanche. Et donc tout ça effectivement montre une sorte inquiétant de système d'intimidation autoritaire qui est préoccupant. Donc à quel moment les contre-pouvoirs américains vont-ils donner de la voix? Il y a quelque chose. À quel moment la Cour suprême, par exemple, aussi mettra-t-elle barrage? La Cour suprême, en fait, là c'est quelque chose que je voulais dire, c'est que la Cour suprême a beau être conservatrice, il n'en reste pas moins qu'un juge de la Cour suprême, c'est quelqu'un qui s'estime complètement indépendant du président, c'est-à-dire ou même plus puissant que le président. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des vraies questions. Je pense qu'on est dans un moment de sidération. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais je crois qu'il faut dire aussi quelque chose. C'est-à-dire que je crois qu'on assiste aux États-Unis à une contre-révolution un espèce de mouvement de balancier extrêmement violent qui est lié à la force de la révolution qui a précédé, en fait, sur le plan culturel, la révolution qui a eu lieu à gauche, tout le mouvement du wokisme notamment, de la révolution identitariste, etc., a eu un effet, a créé cet effet de balancier. Et je crois qu'aujourd'hui, ce mouvement conservateur se considère comme investi d'une mission de sauvetage, c'est considéré comme investi d'une mission de sauvetage de l'Amérique. Ils ont voulu faire un balancier et ramener l'Amérique vers ce qu'ils pensaient être une situation de bon sens. Ils voulaient arrêter cette dérive identitaire extrêmement violente qu'il y a eu sur la gauche de l'échiquier politique américain. Et donc, je crois que beaucoup de conservateurs, moi je dialogue avec certains d'entre eux, sont tellement contents, par exemple, que justement ce mouvement de balancier soit revenu, que les systèmes de DEI, vous savez, de diversité, équité, etc., inclusion, dont ils estimaient qu'ils avaient perdu la tête, et été expulsés des entreprises, etc., etc., qu'ils sont dans un moment d'euphorie. Et je crois que ce moment d'euphorie, évidemment, est très court et beaucoup commencent à se réveiller déjà et voient avec inquiétude que ce balancier est en train de partir dans une direction qu'ils n'avaient pas anticipée. Ce qu'il se passe aussi, c'est qu'il y a eu, pour moi, il y a eu en fait deux phénomènes de hijacking, en fait de kidnapping de cette contre-révolution, que certains croyaient être une révolution du bon sens conservatrice, mais pas sortant en fait des clous de ce qui est le contexte américain. Mais il faut bien voir qu'on est dans une crise de la démocratie aux États-Unis qui dure depuis des années et des années. Et donc,
c'est pour ça que ce moment est très dangereux, parce qu'au fond, on est en train de partir vers un autre extrême. Et quand je parlais de double kidnapping, je dirais qu'il y avait deux choses. Il y a d'un côté les libertariens de la Silicon Valley qui, tout d'un coup, semblent avoir pris le contrôle de la cabine de pilotage. Et c'est vrai qu'il reste à voir comment va s'opérer si vous voulez, l'articulation entre quelqu'un comme Elon Musk et le mouvement Trump populiste, nationaliste, qui était la base du Trumpisme. Ces deux mouvements, pour l'instant, semblent se superposer, mais ils ne vont pas nécessairement dans la même direction. Et enfin, l'autre kidnapping, pour moi, c'est le kidnapping opéré par la Russie. Et donc, il y a une sorte de dérive. Le balancier, en fait, est en train de dériver vers ce que j'appelle, moi, un piège géopolitique. Et je pense que la question qu'a posée Aurélien sur les effets en Europe est très importante. Parce qu'aujourd'hui, on voit réapparaître en Europe, depuis justement toute cette flopée de décisions trumpistes, un réveil en fait de tout ce clan tenté par une approche extrêmement soit carrément pro-russe, soit allons à la paix, on en a marre des Ukrainiens, il faut faire la paix avec les Russes, il faut rééquilibrer ce jeu, c'est un acteur beaucoup plus important, etc., etc. Toute une argumentation qui revient, qu'on revoit apparaître sur les chaînes de télévision, dans les médias, etc., et qui, je trouve, pour ma part, extrêmement préoccupante. Merci beaucoup, Laure. Je pense que je vais poser encore une question à Aurélien et ensuite, s'il nous reste quelques minutes, ce sera pour vos questions. Malheureusement, le temps est très dense. Voilà. Vous connaissez très bien la Russie et moi, je me pose aussi la question. En Russie, on parle souvent des tours du Kremlin, c'est-à-dire de différents centres non pas de décision, parce que les décisions, in fine, appartiennent à Poutine, mais différents centres d'intérêt. Il y a, bien sûr, pour ne dire que les plus connus, c'est les soi-disant siloviki, c'est-à-dire les représentants des structures de force, comme le FSB, comme l'armée, comme les autres agences de renseignement, enfin, tous ceux qui portent l'uniforme. Mais il y a aussi les libéraux, bien qu'ils soient soumis quand même, et sauf pour l'instant l'économie russe, de l'effondrement total. Il y a les milieux des affaires qui ne sont pas aussi unanimes. Et ensuite, il y a aussi les soi-disant patriotes, ce qu'on peut appeler les aides-patriotes qui veulent la guerre jusqu'au bout. Il m'est quand même très difficile de croire que même si la Russie de Poutine est très contente d'avoir Trump en face, qui peut-être va essayer de la sortir de l'isolement international, lever les sanctions, alléger les sanctions, etc., et peut-être essayer de faire pousser les négociations, soi-disant négociations de la paix en Ukraine pour obliger l'Ukraine à céder. Mais est-ce qu'on peut penser que, je reviens à la question que j'ai aussi posée avant, est-ce qu'en Russie même, les différentes élites ont confiance dans les États-Unis et jusqu'à quand, s'ils ont confiance, ils vont avoir cette confiance? Est-ce qu'il y a une différence aussi entre différents clans? Voilà. J'ai envie de dire que la guerre des tours du Kremlin, la kremlinologie, est un art peut-être moins difficile de conception que d'essayer de savoir ce qui se passe en ce moment au bureau ovale et dans l'ouest de la Maison Blanche. Au regard de leur profondeur idéologique, au regard aussi depuis le temps qu'ils y sont, 20 ans pour la plupart d'entre eux, on commence aussi à savoir à peu près ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent. Il y a une rupture majeure depuis 2022, voire sans doute depuis l'annexion de la Crimée, qui est dans le fil de ce qu'évoquait Laure tout à l'heure, dans la radicalisation du régime russe. C'est qu'on pouvait jusqu'ici dire qu'effectivement le pouvoir russe était clanique, divisé en factions,
que se contrebalançaient par exemple des libéraux dont faisait partie, le premier d'entre eux, un certain Dmitri Medvedev, qui est devenu plus poutiniste que le tsar. On voit une chose aujourd'hui, si on prend ce cercle des libéraux, dans lequel on peut mettre au fond le clan plutôt des technocrates et des bons gestionnaires, de l'administration aux grandes entreprises d'État, c'est que ces gens, qui jusqu'ici étaient une sorte de contrepoids, par exemple, pour limiter la casse en matière de sanctions, en matière de découplage avec l'Occident, en matière de risque de prédation de l'économie russe, lapsus révélateur par la Chine, ces gens-là ont mis leurs compétences réelles au service de l'économie de guerre. Je pense par exemple à celle qui est sans doute la femme la plus puissante de Russie, Elvira Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale, qui aurait songé à démissionner effectivement dans les premières heures de ce que nous commémorons aujourd'hui 3 ans jour pour jour. Bon, eh bien, ils ont quand même réussi, jusqu'ici, à limiter la casse. Parfois avec des cerveaux qui ne rêvaient que de s'enfuir le plus tôt possible pour aller à Londongrad, pour être mauvaise langue, ou sur les autres rives de l'Atlantique. On a beaucoup de cerveaux, de gens qui, jusqu'ici, espéraient garder des liens avec l'Occident, qui sont désormais pieds et poings liés et au service de la dérive impérialiste et autocratique de Poutine. Dans le fameux clan des Siloviki, on a tendance à voir dans le clan des Siloviki un clan. Ce qui est un peu antinomique, vu qu'en réalité on ne parle pas des 5 camarades de Poutine à Dresde ou des gens qu'il a recrutés à Saint-Pétersbourg. On parle de plusieurs millions de gens, on parle aussi bien des gardes frontières que de la plupart des militaires ou encore des appareils de renseignement. Un véritable État dans l'État qui a définitivement pris la place de tout ce qui pouvait rester de concurrence. Et quand on regarde le renouvellement, parce qu'on voit poindre la nouvelle génération de ces Siloviki, il y a un nom qui commence à émerger, mais qui était bien connu des kremlinologues depuis quelques années, un certain Alexei Dioumin. Alexei Dioumin qui fait de plus en plus figure de successeur plausible pour Poutine, incarne le fait qu'on ait une génération qui, à défaut d'avoir connu et l'apex de la puissance soviétique, puis le chaos des années 90, eux n'auront connu que le chaos des années 90 et que Poutine, et sont quasi formatés pour poursuivre une lutte, on va dire, agonale avec nous, où la guerre devient une fin en soi, où la confrontation avec l'Occident, pour citer cette fois un autre bébé dynastique du poutinisme, Dmitri Patrouchev, le fils de Nikolaï Patrouchev, qui a été catapulté au gouvernement, lui fait partie de ceux, par exemple, qui n'envisagent la prospérité et le développement de la Russie que dans l'alliance avec la Chine et que dans la rupture avec nous. Et puis enfin, si j'étends aussi un peu le domaine de ceux qui dirigent aujourd'hui la Russie et qu'on se tourne maintenant vers ceux qui sont chargés de préparer la chair à canon et les cerveaux de demain, on se pose souvent la question de est-ce que la Russie est devenue totalitaire ? Hannah Arendt nous enseigne que le totalitarisme est d'abord une affaire de dynamique. La première de ces dynamiques étant la destruction de la vérité, je crois qu'on y est plus tôt. La deuxième, ce serait la destruction de l'individu. Il suffit de regarder ce qu'il y a dans les manuels scolaires aujourd'hui pour voir où le Kremlin veut. On n'est définitivement plus dans ce qu'on avait en 2014-2015, où on pouvait encore cultiver l'idée que la Russie était l'autre Europe, comme on aurait dit à l'époque de Nicolas Ier, ou une sorte d'Occident alternatif, celui qui finançait le RN, enfin FN à l'époque, dans l'idée que ce serait la Russie qui serait le vrai bastion des valeurs occidentales. On en est maintenant à promouvoir dans les manuels russes, aussi bien, et j'en termine par là, un penseur qui se revendiquait lui-même du fascisme, Ivan Ilyin. D'ailleurs, si on regarde, en mini-parenthèse, est-ce que la Russie, on peut se poser la question, est-ce que la Russie serait en train de verser vers le fascisme ? Elle coche toutes les cases du fascisme, sauf deux, qui sont la volonté de créer un homme nouveau, qui est antithétique du conservatisme russe, et l'aspect révolutionnaire du pouvoir, qui est plutôt contradictoire avec le fait de vouloir s'y maintenir jusqu'en 2036, voire plus tard. Mais quand on regarde donc la direction que prend la Russie, des médias jusqu'au manuel scolaire, en passant par cette fameuse Younarmia, cette armée de la jeunesse, qui reprend des uniformes soviétiques et des idéologies fascistes, comme celle de Ivan Ilyin, on a sans doute un petit peu la réponse de vers où veut nous emmener le pouvoir russe. Et ce pouvoir russe sera longtemps content de rester avec Trump ? On parlait tout à l'heure du pacte Molotov-Ribbentrop. Il y a
quelque chose qui explique sans doute beaucoup de la décision de Staline de s'être allié avec Hitler. D'ailleurs, on pourrait rappeler ça d'ailleurs à certains en France, Staline qui avait envoyé à Hitler un télégramme de félicitations le 17 ou le 18 juin 1940 pour le féliciter d'avoir écrasé la France avec le concours matériel de l'Union soviétique, nos fameux alliés. Une anecdote qui explique beaucoup du pacte Molotov-Ribbentrop et dont il faut espérer peut-être qu'elle se reproduise du côté russe pour finir par fâcher les Américains ou qu'ils ouvrent les yeux, c'est qu'en 1939, les Français envoient en URSS un amiral, je crois, voire vice-amiral en bateau pour aller parler à Staline. Bon, les Allemands ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères en avion. Évidemment que Staline s'est senti tour à tour vexé et puis honoré. Ça a sans doute joué beaucoup psychologiquement de cette décision de retournement. Ce qu'il faut vraiment espérer, quand on connaît la versatilité qui est celle de Trump, le même qui voulait atomiser la Corée du Nord, puis serrer la main de son dirigeant à quelques mois d'intervalle, ce qu'il nous faut espérer, c'est qu'un Vladimir Poutine, qui doit être en état d'extase en ce moment, finisse par faire comme nous, en 1939, commettre l'erreur diplomatique qui finirait par braquer les Américains et par faire que, après que l'administration Trump se soit réveillée, que les adultes dans la pièce puissent enfin convaincre Trump qu'effectivement, ce partenariat qu'ils veulent forger avec la Russie n'est pas viable. Mais côté russe, tant qu'ils ne feront pas cette erreur diplomatique, ils ont toutes les raisons de vouloir, pour répondre finalement à la question tout de même, ils ont toutes les raisons de vouloir prolonger ce partenariat qui leur permet deux choses: gagner du temps, donner de l'oxygène à leur économie, gagner du temps pour préparer la guerre de demain, et surtout avoir de quoi pouvoir faire ce qu'ils ont réussi à faire fin 2021, quand ils ont essayé d'arracher des concessions qu'ils n'ont pas eues de la présidence Biden avant d'attaquer. Bon, ils ont beaucoup plus de chances d'obtenir des concessions d'une administration Trump ou d'une administration Vance demain s'ils devaient nous refaire un chantage à l'invasion, mais cette fois pas en Ukraine, mais cette fois potentiellement contre l'Estonie. C'est pas très rassurant. Non. Mais malheureusement, pour respecter l'horaire, on est obligé d'arrêter. Voilà,